18h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est de mon pays. Messieurs, madame, merci de suivre Télé50 et bienvenue à cette tranche Kinshasa Direct. Aujourd'hui, nous aurons des invités. D'abord, le premier, Hervé Ekombolo, acteur politique, pour parler des nombreux défis qui attendent le nouveau gouvernement. Un gouvernement qui s'est fait toujours attendre. L'informateur continue à faire son travail, mais beaucoup de Congolais sont actuellement impatients parce que les défis à relever sont légion. Nous aurons un autre invité parce que vous le savez que le mois prochain aura à travers le pays l'organisation donc de l'élection de gouverneurs des provinces, des nouveaux animateurs qui vont accompagner les chefs de l'État dans la gestion des provinces pendant les 5 années à venir. Focus aujourd'hui sur la province de Olomami. Quel profil pour un candidat idéal? Nous aurons sur ce plateau Fidèle Nsenga, politologue et coordonnateur national des actions citoyennes pour le développement ACD. Mais avant de les recevoir, place à l'actualité, les grandes lignes de l'actualité présentées par Moïse Chamala. Moïse, bonsoir. Bonsoir Crispin et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. La Cour constitutionnelle a démenti une information qui circule sur la toile depuis ce matin sur une éventuelle création d'une chambre spéciale pour traiter les cas des erreurs matérielles résultant de ces arrêts sur les contentieux de résultats des législatives rendus le 12 mars 2024. Et puis les gouvernements boudent Transco, les transports urbains perturbés, la société ne dispose d'aucune goutte de carburant pour ses 250 bus disponibles à Kinshasa. La numérisation du mois de mars de ces agents ne serait pas assurée convenablement, prévient son DG Mbere Mobali Cyprien. Il saisit les présidents de la République auprès de qui il sollicite une implication personnelle pour qu'une solution urgente soit trouvée. Et puis la sortie du gouvernement central est très attendue par la population congolaise. Un nouveau gouvernement serait la clé pour une amélioration des conditions de vie et les bons fonctionnements de certains secteurs, notamment sécuritaires et sociaux. Cependant, la sortie de ces gouvernements traîne à venir et dans les rues de Kinshasa, on commence à trouver cette attente très longue. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya, mais entre-temps, Crispin Chimikoufwa est de l'autre côté pour la continuité des Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Quand la sortie du nouveau gouvernement, le président Tshisekedi a prêté serment le 20 janvier, il y a à peu près 3 mois, presque 3 mois se sont écoulés, alors que le nouveau gouvernement s'est fait toujours attendre. Il y a beaucoup de défis à relever, les défis sécuritaires, il y a les problèmes dits sociaux, la population congolaise. Oui, aujourd'hui, les Congolais sont impatients. Quels sont ces défis majeurs qui attendent Philippe Tshisekedi pour les 5 ans à venir? Nous prenons notre premier invité, c'est Hervé Ekombolo, acteur politique. C'est dans un instant. Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise, sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus.
C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Hervé Ekombolo Nyamololo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes acteur politique, coordonnateur de la plateforme Alima. À Lingala. Alima, Alima. Alors, c'est un parti politique ou juste un mouvement citoyen? Pas forcément un mouvement citoyen parce que c'est plutôt un mouvement. Un mouvement, une ASBEL. Et nous poursuivons simplement 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir identifier des intelligences congolaises, puisqu'il y en a, des cerveaux congolais, un peu en retrait, simplement parce que à un moment donné, la politique, on s'est dit que c'est pour les autres et que on devait simplement observer ou subir. Mais finalement, on se rend compte de plus en plus que depuis la Grèce antique, en soi, la cité a toujours été gérée par la crème de la société, donc les élites dont nous faisons partie, mais que depuis un moment, on a laissé le soin aux autres, pensant que c'était une mauvaise chose, ou peut-être la perception aujourd'hui de ce que font la politique ne fait pas forcément honneur, et les gens sont devenus beaucoup plus individualistes, parce qu'il fallait se battre pour assurer le quotidien. Mais il y a, je pense honnêtement, qu'il est peut-être temps de pouvoir renverser les choses, parce que en soi, les défis qui vaillent aujourd'hui, c'est celui de pouvoir réinventer notre société. Et cela ne peut être possible que par l'action ou l'intervention des intellectuels ou des élites. C'est les discours que tiennent pratiquement tous les animateurs des partis politiques. Aujourd'hui, on en compte presque 1000 partis politiques. Quelle est votre ligne de démarcation? Parce que finalement, les gens disent, nous venons, on vient, on amène une nouvelle donne, et rien ne change. Hein. On a tendance à croire que les Congolais sont presque tous les mêmes. Oui, sinon, on se lancerait en parti politique. D'abord, la première différence réside en ce que nous, on se dit que les partis politiques aujourd'hui ont des problèmes même congénitaux de la manière dont ils naissent, les partis politiques traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une certaine position, il a un peu de moyens et se dit, bon voilà, je mets en place un parti politique, il fait venir les gens, mais c'est le dictat. C'est-à-dire, dès que vous sortez de sa ligne ou de sa manière de faire des choses, vous êtes écarté. On n'a pas voulu cela. Donc aujourd'hui, pour réinventer notre société, on a besoin des réflexions, des avis de tout le monde. C'est comme ça qu'on a lancé d'abord Alima comme étant un mouvement libre, une plateforme qui va réunir des intellectuels, les élites, pour réfléchir sur le Congo que nous voulons. Non seulement pour nous-mêmes aujourd'hui, mais beaucoup plus pour les générations futures, parce qu'il s'agit d'un héritage. Il ne faudrait pas travailler que pour le moment, être conjoncturel, mais il faut voir après soi, il faut voir loin, après vous, quels seront les fondements philosophiques auxquels nos enfants ou les générations futures pourront se baser pour gérer notre société. Donc c'est un peu ça, d'abord pour répondre, la première différence. La deuxième, c'est que chacun amène un peu ses moyens, parce que on a une certaine expérience, on dit qu'on doit avoir une certaine expérience, une certaine expertise, nous nous mettons ensemble, nous mutualisons nos moyens. Parce qu'on peut beau prétendre avoir une certaine autonomie intellectuelle, mais si vous n'avez pas une autonomie financière, vous serez fragilisé sur terrain. Donc nous, on s'est dit, on emmène un peu le peu qu'on pourra avoir, on réunit ça, et puis on se donne le moyen de notre politique. Vous voyez déjà la différence. Et en troisième position, toutes les idées, puisque nous avons mis en place aussi un cadre de réflexion, qu'on appelle le forum des intellectuels, okay. On se réunit une fois le 6 mois, on parle de tout, de toutes les thématiques. Et c'est qu'on arrive à produire comme réflexion, nous voulons aussi à un certain moment que nous-mêmes nous soyons en mesure de pouvoir les appliquer. Donc il y a un objectif aussi politique. C'est comme ça que nous avons pris part au dernier scrutin, parce qu'on voulait sortir des députés pour qu'on soit en mesure de défendre les idées que nous Vous en avez eu combien, ces députés? Dans AB50, aujourd'hui, on compte plus de 20 députés. Plus de 20 députés, même si certains ont été justement invalidés par
la Cour constitutionnelle. D'aucuns aujourd'hui parlent des matériels. Bon, ça, c'est encore à prouver. Alors, je voudrais ça pour parler des filles, n'est-ce pas, qui attendent, qui sait qui dit, Félix Antoine, pour les 5 ans à venir. Le président a prêté serment depuis le 20 janvier au Stade des Martyrs. Bon, tout calcul fait, c'est plus de 2 mois passés. En tout cas, sans gouvernement, des Congolais aujourd'hui sont impatients. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour voir le nouveau gouvernement et affronter des nombreux défis que vous et moi allons évoquer ici? Tout à fait. Effectivement, devant une panoplie de défis, il est inévitable de pouvoir les hiérarchiser, pour voir un peu qu'est-ce qui vient en priorité. Donc là, ce n'est pas forcément une question de temps, mais beaucoup plus de bien faire les choses. Ça veut dire que... bien faire les choses ou satisfaire les individus? Bon, je ne dirais pas ça parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais ce qui est important, c'est qu'une fois que ce gouvernement est mis en place, il y a des attentes. Comme on venait de le dire, il y a une panoplie de défis, d'attentes de la population, parce que finalement, quand on est appelé à diriger, quel est l'objectif? Quelle est la mission? En fait, c'est pour d'abord de répondre aux attentes de la population, voir dans quelle mesure on peut améliorer les conditions de vie, que le Congolais retrouve sa dignité plutôt que de devenir mendiant alors qu'il est assis sur un sol riche, sur une mine d'or. Donc c'est un contraste qu'il faut rapidement qu'on puisse éradiquer, parce qu'on ne peut pas comprendre depuis toutes ces années, parce qu'on parle de cette crise généralisée, c'est une crise quand même pluridécennale, et à un moment donné, quand on vient au pouvoir, c'est véritablement de trouver des solutions, d'exploiter toutes les pistes possibles pour donner satisfaction à sa population. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut simplement bien faire les choses. Peut-être on dira qu'on doit satisfaire certaines personnes, mais pourquoi pas? Parce que moi j'ai vu le président pendant la campagne, on lui a posé un sérieux problème du casting. On lui a posé un problème du casting parce qu'on reprochait qu'il était mal entouré et qu'il était mal conseillé. Et je pense qu'il peut prendre, on doit prendre notre mal en patience, parce que faire ce casting-là doit être difficile. On se connaît tous. Aujourd'hui, avec les 2 grands fléaux moraux en fait, qui gangrènent un peu notre société, le gain facile et malhonnête, des cas de détournement, etc., ici et là. Donc, il faut trouver des bonnes personnes. Mais il faut trouver des bonnes certains personnes. Pensent que c'est dit au prise au piège, parce qu'on a vu que tous les poids lourds étaient sur le terrain. On a vu par exemple Jean-Pierre Bemba prendre la moto dans les territoires, dans les villages. Tous ces caciques en tout cas étaient sur le terrain, et qu'aujourd'hui chaque cacique voudra en tout cas voir sa part des gâteaux. Même si peut-être les gens qu'on va aligner ne répondent pas à ce que vous venez de dire, les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Oui, il y a un mot, j'ai comme l'impression qui échappe un peu dans l'environnement politique de notre pays, c'est l'innovation. On n'arrive pas à innover, simplement parce qu'on pense qu'il faut garder les mêmes personnes, il faut continuer sur les sentiers battus, et pourtant nous pouvons nous démarquer, nous pouvons oser une différence. Il y a des gens aujourd'hui, moi je peux vous le dire, avec le petit mapping des cerveaux, des intelligences que nous avons fait même au niveau d'Alima, mais il y a des gens qui ne sont pas, même au niveau de la diaspora, qui ne s'intéressent pas à la politique, mais qui ont une idée claire de ce qu'on peut faire pour que les choses marchent. Il faut voir aussi autre chose, il faut essayer d'autres recettes, peut-être des recettes locales qui pourront, tenant compte de nos réalités, de notre culture, de notre tradition, pour voir un peu comment nous pouvons sortir de cette crise généralisée. Parce que tout ce que nous avons essayé par les passés n'a pas marché ou n'a pas donné satisfaction. Donc il faut prendre les risques aujourd'hui, de prendre, comme ça s'est passé aujourd'hui au Sénégal. Vous avez vu cette volonté de la population de pouvoir changer les choses. On doit arriver à un moment donné de ne pas avoir peur, d'oser la différence, d'innover, même dans la réflexion, même dans la politique. Vous voyez, aujourd'hui nous avons importé, je dirais,
Moi, je dis que c'est une forme d'intelligence que nous avons apportée, la manière dont la démocratie est appliquée dans notre pays, alors que ça pose déjà des problèmes. Même chez ceux qui nous ont donné cette démocratie, à combien plus forte raison aujourd'hui dans nos pays africains. Donc il faut penser à autre chose, il faut essayer autre chose qui s'adapte un peu à nos réalités, parce que la démocratie ou le modèle de gestion que nous voulons doit tenir compte de comment nous vivons déjà, de ce que nous avons contextualisé. Donc vous voyez que c'est comme ça que je disais tout à l'heure au début, que les défis, en réalité le défi majeur, c'est celui de réinventer notre société. Ok? Mais réinventer avec quel acteur? On a vu des gens qui faisaient beaucoup de bruit, hein, dans la diaspora en tout cas, parce que on voyait des marches, des contestations, on brûlait les drapeaux, on tabassait même des politiques congolais qui faisaient des déplacements en Europe et partout ailleurs. Mais une fois revenus au pays, ces gens n'ont pas amené cette nouvelle donne. Finalement, il faut prendre qui pour que ça marche? Non, il ne faudrait pas aller sur ce terrain de prendre qui ou celui-là ou celle-là. Je ne suis pas forcément dans les individus. Moi, le plus important, c'est qu'on se mette d'accord sur le principe. Aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que Congolais, comment nous sommes en train de nous voir? Comment les autres nous voient? Ok? Est-ce qu'il y a une identité? Est-ce qu'il y a des traits caractéristiques aujourd'hui qui déterminent, voilà, ça, ce sont des Congolais. Voilà, telle valeur, ce sont des Congolais. S'il n'y a pas, ou comment nous, si on a honte de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, est-ce que par le passé, nous n'avons pas eu à nous distinguer? Essayons de voir dans notre passé historique, essayons même d'aller puiser ailleurs, d'exhumer l'histoire pour voir un peu, peut-être même avant la colonisation, est-ce qu'il n'y avait pas une organisation? Même après l'indépendance, on n'a pas vu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc il y a eu quand même une forte détérioration de nos valeurs. Okay? Il y a comme un renversement de valeurs de notre société. On est perdu, c'est comme si on n'a pas une mémoire. Okay? On n'a pas une identité propre aux Congolais. Qu'est-ce qui nous distingue aujourd'hui en termes de valeurs? On doit se parler, on doit se mettre d'accord qu'aujourd'hui, nous sommes tombés trop bas. Et si on continue comme ça, on risque de toucher le bas-fond. Donc, à un moment donné, il faut arrêter le cours du temps, se mettre ensemble. C'est comme ça qu'au sein d'Alima, nous avons proposé que nous puissions tenir une table ronde nationale congolaise où nous allons nous retrouver entre Congolais, au Congo, en train de parler du Congo pour le Congo. Parce qu'autrefois, quand on parlait du Congo, c'était pour les intérêts d'autres peuples ou leurs intérêts, mais pas forcément les intérêts des Congolais. Mais est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire confiance en notre intelligence? Nous ne pouvons pas proposer des recettes locales adaptées à nos réalités. Moi, je pense que c'est possible. Mettons-nous d'abord d'accord. De manière pratique, en fait, qu'est-ce que vous proposez? Je pense que, d'abord, on doit justifier notre existence. Pourquoi nous existons? Si nous arrivons à définir pourquoi nous existons, d'abord, nous devons bénir Dieu d'avoir hérité d'un pays aussi riche. Je le dis toujours, peut-être en blaguant, que je pense, si ça dépendait de Dieu de choisir une nationalité, il choisirait forcément le Congo au regard de ce qu'il a placé comme richesse, d'abord le sol, le sous-sol, et tout ce que la faune, la diversité qu'il y a ici, même culturelle, vous comprenez que quelque part, il y a une touche divine sur ce pays. Donc, à nous de prendre conscience de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes un peuple grand. Parce que le Co, quand on parle du Congo, c'est l'association de deux mots. Le Co comme action, Kolia, Komela, Kokende. Et le Ngo, c'est le léopard. C'est l'action du léopard. Donc, quelque part dans notre mental, nous avons été des hommes d'action. Nous sommes des léopards. Mais est-ce que nous les vivons? Peut-être c'est un problème d'inconscience, comme je dis. À quel moment il y a eu une rupture de cette conscience-là? Il faut retrouver ça. Vous voyez? C'est comme un poussin qui se perd, un aiglon qui se perd au milieu d'un poulailler. Il peut croire qu'il a l'air nature jusqu'au jour où ils vont oser de voler. Il va se rendre compte qu'il vole un peu plus haut que l'autre et qu'il l'appelle la poule. La poule n'arrive pas. Or, comment ça? Donc, on n'est pas de la même nature. C'est une prise de conscience. Alors, moi, je pense qu'au-dedans de nous-mêmes,
même la crise que nous sommes en train de vivre, même ce que nous sommes en train de vivre à l'est du pays, cette épreuve-là que nous sommes en train de traverser, peut-être ce n'est pas forcément pour nous détruire ou pour nous anéantir, mais aussi pour réveiller le héros qui sommeille en nous. OK? Donc il y a quelque chose qui doit se réveiller au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre comme épreuve. Il faut les identifier. Qu'est-ce qui a fait notre force? Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a moyen de répondre à toutes ces questions. Alors, au stade, lors de la prestation des serments, en tout cas, Tshisekedi avait dit qu'il éviterait les erreurs du passé. Vous pensez que là, il a une occasion unique de marquer l'histoire? Parce que là, vous parlez de réinventer les choses, de savoir qui nous sommes, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être oser avoir ce courage-là. Vous parlez du Sénégal aujourd'hui. On a un autre président, en tout cas, qui sort de l'ordinaire. Les Sénégalais ont fait leur choix. Bon, les Congolais ont choisi Tshisekedi. Est-ce que lui, comme chef de l'État aujourd'hui, doit oser frapper fort et étonner pour marquer l'histoire? Je pense qu'il a tout d'un leader pour influencer les choses positivement. Il a la volonté, on a vu plusieurs fois qu'il a la volonté de pouvoir emmener le Congo quelque part. On a vu que c'est quelqu'un qui peut prendre des risques. Et ça, c'est déjà quelque chose de très bon. La volonté déjà, très bon comme élément. Le fait qu'on ait quelqu'un qui peut prendre certains risques. Vous avez vu quand il s'agissait de la gratuité de l'enseignement. Une disposition constitutionnelle qui existait depuis, mais personne n'avait osé. Mais le président a osé. Vous voyez cette valeur ajoutée là, de permettre à certains élèves, certains enfants, d'accéder dans des salles de classe. Ça, c'est un bonheur qu'on aura du mal aujourd'hui à évaluer. C'est vrai, il peut y avoir des ratés, comme on a dit, mais d'abord, de ne pas avoir peur, d'oser. Et puis après, on verra, tiens, il y a des difficultés, effectivement, on peut corriger. Et moi, je pense que ce mandat, c'est le mandat de la qualité, où il peut travailler sur la qualité. OK? Vous avez vu comment il s'est pris pour la sécurité à l'est du pays, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la sécurité est en pôle position en termes de priorité, parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas réaliser des grandes choses. Donc, un focus d'abord pour mettre fin à cette guerre, parce qu'il y a nos sœurs, nos frères qui tombent au quotidien, qui vivent des temps difficiles avec les déplacés en interne. On parle de 6 millions. Vous avez vu nos vaillants militaires au front tous les jours, pas forcément dans des bonnes conditions, mais ils sont là pour défendre l'intégrité territoriale. Le président a fait des allées, des va-et-vient, parce qu'il fallait trouver d'abord une solution diplomatique. Quand ça n'a pas marché, il nous a dit, il a la sincérité de nous dire quand ça marche et quand ça ne marche pas. Pour moi, ce sont des éléments très, très positifs qu'on arrive aujourd'hui à identifier finalement les vrais ennemis du pays. On est en train de gagner. Ici, il ne s'agit pas de voir le verre à moitié vide, mais peut-être à moitié plein. Est-ce qu'on avance ou pas? Moi, je pense qu'on avance, mais cette volonté-là, il faut qu'on puisse l'entourer par des vraies intelligences, des vraies compétences pour atteindre... Alors, une fois l'équipe gouvernementale connue, avec des vrais acteurs, parce que c'est votre souhait comme plateforme Alima, par où faudra-t-il commencer en dehors des questions sécuritaires qui sont connues? Ça, d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait plus de 30 ans que le pays est attaqué. Par où faudra-t-il commencer? Moi, je pense qu'il faut s'apaisantir aujourd'hui sur le bien-être collectif des Congolais. Je parle là du social. OK? Parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir été pratiquement dans toutes nos provinces. OK? J'ai pu tâter du doigt la réalité sur terrain. Effectivement, il y a d'énormes difficultés sur le plan social. Déjà, les manger et le boire, on a du mal à pouvoir assurer ça à la population. Donc, l'éducation, il faut voir comment apporter des réformes au niveau de l'éducation, parce que vous voyez, aujourd'hui, on a 21 provinces, et dans 26 provinces, et dans chacune de ces provinces-là, il y a des richesses spécifiques propres à cette province-là. Vous voyez? Qui ne profitent pas aux Congolais. Justement, parce que c'est ça le défi auquel le gouvernement qui sera mis en place devra répondre. En lieu et place de lancer, c'est un bon projet, les 145 territoires. Mais comme vous le savez, si vous avez eu à travailler quelque part, ou vous avez eu à mener certains projets, on ne se déploie pas
partout au même moment. C'est difficile. Ça, c'est un pays sous-continent. Et on aura du mal même à suivre, finalement, l'exécution sur terrain. J'aurais bien voulu, parce que quand on parle de 145 territoires comme projet de développement, ça dit que tout le Congo est développé au même moment. Ça sera difficile avec le programme de route, etc., de mobilité. Alors, moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse hiérarchiser les priorités, qu'on se focalise sur un point ou sur une ville. On peut dire, bon, on prend Congo central, Kinshasa et Bandundu, on le relie, Kasaï et consorts. On travaille d'abord sur des projets pilotes. Dès que ça marche, on réplique ce modèle-là sur d'autres. On doit prendre notre temps. Vous voyez? Plutôt que de nous déployer en énergie, en ressources, et finalement, peut-être qu'on n'aura pas assez de moyens pour finaliser, parce que vous avez vu que dans ce pays... Mais avec l'impatience de... On se démarque beaucoup plus dans les éléphants Congolais, blancs et consorts. avec l'impatience dans les chefs des Congolais, lorsqu'ils verront que dans une province X, il y a des projets, et que chez eux, il faut attendre parce qu'il faut copier le modèle. Une fois que de l'autre côté, il y a eu des fruits, ça va créer un malaise social. Dans l'entretemps, on ne dit pas qu'on ne fait rien. Je dis des projets phares auxquels nous devons répliquer des modèles parce qu'on va rencontrer des difficultés. Ça a toujours été comme ça. On ne lance pas partout au même moment. Il y a toujours des projets pilotes. On s'est dit, bon, on va évaluer. Qu'est-ce qu'on a rencontré comme difficulté sur terrain? Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Dès qu'on réussit, on se donne des deadlines. C'est parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'objectifs. Il faut bien qu'il y ait chaque ministre puisse avoir un objectif par rapport à son secteur. Voilà, d'ici à tel, nous devons voir ceci et il y a des évaluations qui sont en train d'être faites. Ils sont payés pour ça, suffisamment payés. Les gens sont suffisamment payés ici pour faire correctement le travail. Vous voyez? Et au-delà de ça, il y a un élément important, c'est que le gouvernement, les projets liés à l'agriculture, ça date de longtemps. Il faut pousser, il faut voir comment militariser, un peu comme Didier Moumengi l'avait préconisé dans son livre, je crois, Cerveau bleu, si je ne m'abuse, où il parle de la militarisation de l'agriculture. Partout ailleurs, vous avez des économies qui sont militarisées. Quand on n'est pas en guerre et quand on est dans les camps, qu'est-ce qu'ils font, les militaires? Il faut les recruter, il faut qu'ils aillent travailler, qu'on ait des économies, qu'on puisse promouvoir l'agriculture. Le gouvernement peut aussi investir dedans. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Moi, quand je vais dans le province, la majorité de la population, elle est jeune. Ça veut dire qu'on peut utiliser, il y a encore la force, l'énergie, on peut utiliser cette énergie-là, qui ne fait rien aujourd'hui, leur donner le moyen, créer comme de hub dans les territoires, ok? On crée de hub comme un marché où l'État peut même acheter, évacuer dans un premier temps, jusqu'à ce qu'on va relier nos provinces par des routes où ils peuvent eux-mêmes commencer à faire des mouvements. Mais pour le moment, parce que quand tu dois quitter par exemple Idiofa pour sortir à Kinshasa, un bidon de 25 litres d'huile de palme par exemple coûte 25 000 francs à Idiofa. Vous avez déjà été à Idiofa. Quand vous arrivez, vous achetez ça un grenier. Nous avons des greniers ici. 25 000 francs congolais, un bidon de 25 litres d'huile de palme. Mais le transport, les barrières, les différentes barrières qu'il y a, il y a une panoplie de barrières. Mais à l'époque de Belge, toutes ces routes étaient praticables en tout cas. Hein. Quelqu'un pouvait quitter Kinshasa avec un petit véhicule. Kinshasa, arriver à Goma, il pouvait quitter Kinshasa, aller jusqu'à Idiofa, aller dans les Grands Katanga. Qu'est-ce qui nous a manqué, nous Congolais, pour au moins maintenir des routes en terre? C'est vrai que dans beaucoup de pays, ce genre de routes sont désormais rarissimes, les gens ont asphalté, les pays doivent être reliés. Nous n'avons jamais su relier les pays. C'est comme ça que je dis, à un moment donné... Qu'est-ce qui nous bloque malgré les gouvernements qui changent et tout? C'est quoi je dis, à un moment donné, on doit reconnaître, on doit être conscient que nous avons failli dans beaucoup de choses, notamment la qualité des personnes qui nous gèrent aujourd'hui. Vous voyez? La qualité des personnes qui nous gèrent, aucune expérience, aucune expertise, et puis il y a un problème aussi des compétences. Le népotisme a pris place, on prend n'importe qui au nom de... ici, militer, c'est mériter, et pourtant ce n'est pas le cas. Okay? Je veux bien, quelqu'un peut avoir milité, mais est-ce que quand ils se retrouvent dans leurs officines, il manque vraiment des gens compétents qui peuvent promouvoir? C'est ça le problème. L'égoïsme,
le gain facile et malhonnête, comme on est en train de dire. Il y a des cas de détournement, il y a des rapports où on parle de coulage de recettes, on parle de 15 milliards. Aujourd'hui, on en est à combien? On n'a pas peut-être ce rapport-là, l'IGF devait produire. Donc, vous comprenez un peu tout ça. Ça fait qu'on n'arrive pas à réunir suffisamment d'argent pour améliorer le panier de la ménagère, pour assurer la couverture santé, parce que nous gérons, le gouvernement gère des vivants. On ne gère pas des morts. Quand on gère un vivant, on doit savoir qu'il doit manger, ok? Il doit boire, il faut qu'il y ait l'électricité, même pour, on parle de l'investissement. Mais sans les électricités, on fait comment? Tout le monde n'a pas le moyen d'acheter des groupes électrogènes, etc. Donc on est limité quelque part. On doit savoir que cette personne, cet individu-là peut tomber malade. Est-ce qu'il a accès à des soins de santé de qualité? Il doit se mouvoir. Est-ce que les routes sont bonnes? Ok? Tout ça, on doit prendre conscience que voilà, si nous sommes appelés, ou nous avons une certaine position, c'est pour faire le bien. C'est comme ça qu'Alima a 5 valeurs que nous avons tirées de l'être qui compose Alima. D'abord, la première valeur tirée de Alima, c'est le A, l'amour. L'amour du prochain. Quand on a une position, quand on est appelé à gouverner les autres, c'est pour faire le bien. Même l'Nkumu, dans nos villages, l'Nkumu était choisi parmi la population. Mais l'Nkumu, ce n'était pas simplement pour des honneurs. Mais c'était quelqu'un qui s'est démarqué et qui devait assurer la paix, qui devait assurer un minimum pour tout le monde. C'est ça l'Nkumu. Et les conseillers étaient là pour dire, ah Nkumu, tel endroit il y a un souci, mais quand les conseillers ne disent rien, ou quand les conseillers ne conseillent que pour que lui se retrouve. Bon, vous avez des valeurs, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, si un acteur, un membre de Alima, se voyait confier un secteur, vous êtes sûr qu'il y aura des solutions? Parce qu'entre les dires et les faire, il y a toujours un trou béant. C'est comme ça que je dis, les gens, la plupart des gens qui sont aujourd'hui dans Alima ont un parcours. Tout est dans le parcours. Est-ce qu'ils ont eu à travailler avant? Oui. Est-ce qu'ils ont des compétences? Oui. Est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à travailler selon l'esprit? Parce qu'Alima, au-delà d'être une idéologie, c'est un style de vie. C'est l'éthique que nous mettons d'abord au devant de tout. Et tout est dans les parcours des gens. Vous voyez? Quand on nomme quelqu'un qui a des antécédents négatifs, pourquoi le répondre encore? Quelqu'un qui a eu à voler, mais finalement... Alors, dernière question pour terminer avec vous, Hervé Ekombolo. Actuellement, Kinshasa est en train d'imposer des gouverneurs dans des provinces, malgré les élections qui arrivent. Est-ce qu'on n'est pas là en train de fabriquer des gouverneurs robots qui n'auront que des comptes à rendre à Kinshasa? Et avec ça, comment pourrons-nous avancer? C'est comme ça que je dis, moi à un moment donné... Pour terminer. Hein. Oui, pour terminer, moi à un moment donné, comme je dis, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on veut pour le Congo, pour notre bien. Est-ce que la démocratie telle qu'elle est appliquée, ce n'est pas une hypocrisie, une démocratie de façade, où nous pouvons proposer un modèle qui mettrait tout le monde à l'aise? Soit carrément qu'on nomme les gouverneurs, on sait que voilà, chez nous au Congo, nous nommons les gouverneurs plutôt que de parler d'élections. Parce qu'en réalité, les élections telles qu'elles sont organisées au Congo, en soi, on peut dire qu'il n'y a pas véritablement de vraies élections, mais plutôt une parodie. Donc on peut, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre culture, adapter cette démocratie-là selon notre contexte. Donc, c'est comme ça que pour répondre à ta question, je dirais que c'est ce qui est en train d'être fait, malheureusement, parce que telle la démocratie que nous voulons copier, telle qu'elle est copiée, telle que nous voulons l'appliquer ici, ne marche pas. C'est comme une corde au cou. Oui, effectivement. D'ailleurs, vous le savez, je vais vous rappeler, en 1990, à la conférence de Bâle, quand il s'agissait de l'aide française, où il donnait des conditions, etc., aux pays africains, Mitterrand l'a clairement dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Très bien dit, en tout cas, ça reste un luxe. En tout cas, il faut juste voir ce qui se passe dans notre pays. Merci beaucoup. Hervé Ekombolo Nyamololo, coordonnateur de la plateforme Alima, acteur politique. Avec vous, on a évoqué les défis
qui attendent en tout cas Félix Tshisekedi. Ces défis sont donc légion. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Faudra-t-il imposer le gouverneur des provinces à travers l'ensemble du territoire national? La question mérite d'être posée et sur ce plateau, on va voir avec les deuxièmes invités quel profil pour celui qui va diriger en tout cas la province du Olomami. Fidèle Senga sera avec nous dans un instant.